tous et bienvenue dans Rugby Légende, l'émission qui te permet de partager pendant 1 heure une émission avec les plus grandes stars du rugby français. Et aujourd'hui, pour nous accompagner pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une figure du top 14. Il y a joué pendant près de 15 ans, en passant de Brive à Castres, tout en faisant un petit crochet par le Racing. Il a marqué le rugby français des années 2010 et quelques adversaires, il faut le dire. Anthony Classen est avec nous. Salut Anthony. Salut Pierre, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là avec vous. Nous, on est surtout très heureux de t'accueillir parce que Anthony, tu as marqué le rugby français. On va y revenir en long, en large, en travers. On va égrener toutes les dates qui ont marqué ta carrière, de Brive jusqu'au Racing. Et puis, il y a eu quelques succès quand même sur lesquels on va revenir. Face à lui, un homme dont on connaît moins le visage que les œuvres, parce que oui, c'est un artiste, un vrai, il vit de son art et ça c'est magnifique. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Kibé, mais Christophe surtout est avec nous. Salut Christophe. Bonjour Anthony. Je t'appelle comment ? Je t'appelle Kibé, Christophe ? Ah, Christophe c'est bien. Christophe c'est bien. C'était quoi ta réaction quand je t'ai dit que t'allais partager une émission avec Anthony ? Ah bah moi j'étais ravi parce qu'en fait Anthony on s'est croisés mais ça remonte à il y a un moment. Et c'était enfin moi j'en ai gardé un bon souvenir. J'étais tellement impressionné à l'époque qu'on a fait un petit selfie et je crois que j'ai pas été capable de prendre je crois que c'est lui au bout d'un moment au bout de 3 fois il m'a dit non mais là je vais prendre la photo. Il a senti que t'étais fébrile. Ouais, exactement. Ouais, la dernière autour de la table, elle est journaliste, elle n'a pas pratiqué le rugby en dépit de son physique très impressionnant, mais elle l'a disséqué, analysé, commenté, décrypté notamment pour l'équipe, pour RMC. Elle nous fait l'amitié d'être avec nous. Marion Tessen, bonjour. Salut messieurs. Ça va Marion ? Ça va, toujours. Bon, moi je suis ravi de te recevoir, ravi de partager ces moments ensemble. Pour revenir sur la carrière d'Anthony Classen, on va utiliser un objet qui nous est propre chez Legendary Plays qui s'appelle un Plays. Alors un Play, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le Plays ? Eh bien c'est ça. Tu vois Anthony, c'est une capsule temporelle, un moment d'émotion exceptionnel. Ça permet aux gens qui nous regardent de se replonger dans une époque, à un moment précis. Ce moment précis, c'est un essai du Racing. Oh, qui a le ballon ? Ce serait pas Anthony Classen qui vient de décaler l'Olala sur l'aile et regarde ça, au soutien, traversée de terrain. Tu te rappelais que t'allais aussi vite ? Je vais vite là ? Ça va, attends, t'as déposé tout le regarde monde. les autres, ils vont plus vite que moi, mais bon. Ils ont un numéro à 2 chiffres, ça veut dire que c'est les 3/4, tu vois, t'as pas à rougir. C'est pas faux. Bon, cet essai-là, essai de Dan Carter, ça fait partie des très très beaux essais, des belles réalisations qui ont jalonné ta carrière sur laquelle on va revenir. Kibé, quand on voit ce genre d'action, le rugby c'est quand même chouette. Ouais, mais c'est surtout que ça a l'air facile. Quand c'est joué par Classen, Carter ou là, on a l'impression que c'est à la portée de tout le monde. Alors qu'on sait que c'est pas vrai du tout en fait. Je t'invite à faire une passe en courant, rien que ça, c'est pénible. Et puis je sais pas qui a défini le truc qu'il fallait le faire en arrière, parce que c'est hyper dur. Mais justement en parlant de ça, parce que je pense que là tu vas fâcher certains supporters du Stade français, il me semble. C'est ça, oui. Je crois que sur la passe de Carter, je crois qu'il y a du discussion en tout cas. C'est à plat. Toi qui as été arbitre, Marion. Faut regarder les mains. Oui, Alors, je regarde les mains. Sans aucun parti pris, moi je pense qu'il n'y a pas du tout en avant. Ben non, pas le tout. On est d'accord. Évidemment que non. L'arbitre aimait le rugby, il n'allait pas le refuser pour une sombre histoire d'en avant. Anthony, au sommaire, on va revenir sur ta carrière en 5 plays, 5 dates qui ont fait ta carrière. Et derrière, je t'ai demandé de faire tes devoirs et de nous composer ton 15 de légende. Et donc on va détailler ensemble, tel Fabien Galtier, les choix poste par poste et on va critiquer ta sélection. Voilà. Allez, c'est parti pour Rugby Légende. Pour commencer en douceur, on va remonter le fil de ta carrière et Marion a dressé ton portrait, c'est ce que j'ai appelé Anthony Classen pour les nuls. Alors Anthony, si j'ai bien fait moi mes devoirs, t'es né le 20 octobre 1984 en Afrique du Sud d'un papa qui était déjà rugbyman mais pour les Springboks, je crois. Donc oui. t'es né dedans, t'es né avec un ballon de rugby dans les mains. Oui, je suis né avec un ballon de rugby dans les mains, donc on m'a jamais forcé de jouer, donc c'était juste c'était naturel en fait pour moi. Donc du coup, comme mon père il était capitaine des Springboks et tout, donc du coup forcément tu tombes naturellement dedans et puis voilà, donc j'ai toujours été passionné par le rugby forcément, mais tous les sports, donc c'était quelque chose qui était transmis par mon père forcément, oui. Et t'arrives en France en 2007 à Brive en tant que joker médical d'abord ? Oui, tout à fait. Donc, et ensuite, c'est une petite histoire un peu spéciale en fait. Donc en Afrique du Sud, j'avais pas de contrat, j'étais peut-être pas le plus costaud à l'époque, surtout à Pretoria avec les Bulls. Juste, tu nous dis combien tu mesures ? 92. Et combien tu pèses ?
Un peu plus qu'avant, mais on dirait 115. Voilà, 1m92, 115 kg, c'est un petit gabarit sud-africain. Il fait partie des petits gabarits. Ouais, mais c'est exactement ça. Si on regarde à l'époque avec les Bulls, mais c'est sûrement, il y avait les Barkis Botha, Danny Russell, les Victor Matfield. Mais c'est exactement ça, c'était les monstres. Et puis voilà, donc comme mon père, il a joué en France aussi les années 70 à Marmande. Il m'avait toujours dit, si tu as l'occasion d'y aller, il faut tenter, ça va, c'est un peu ton style de jeu aussi. Tu as adoré la culture, le rugby, les gens, c'est super sympa. Et puis, je suis parti avec un sac à dos et puis une valise, pas d'argent, pas de contrat. Du courage. Ouais, du courage. Et puis, j'étais censé commencer à Marmande aussi. Et puis, je suis resté 2 semaines. Et entre ces 2 semaines, j'ai eu la chance d'aller faire des tests physiques à Brive, à l'époque avec Laurent Seine. Je suis j'ai fait, je sais pas, 3 km, j'ai attrapé quelques ballons. Pour moi, c'était simple en fait. Et on m'a dit que tu peux rester avec nous, il n'y a pas de souci, mais tu vas jouer avec des espoirs. Je dis voilà, franchement, je vais rester. Ouais. Okay. C'est quand même le top 14. Et puis pendant 3 mois, j'ai eu des petits problèmes de visa. Voilà, donc pendant 3 mois, je me suis entraîné avec les pros et franchement, j'ai tout donné pour prouver pour gagner ma place. Et après, tu n'as jamais quitté la France. Et puis, jamais quitté. Donc, il y a Olivier Mann qui a arrêté sa carrière et il était devenu entraîneur. Et je suis devenu. Moi, j'étais joueur médical et puis c'est là où je me suis lancé. Donc, c'est le début donc de après, il y a eu des Barbarians, des sélections avec les Babas français. Et puis, un passage à Castres. Ouais. Des petits titres à Castres. Ouais, petits titres, ouais. En 2013, tu es convoqué par Philippe Saint-André pour préparer le tournoi Destination. Là, il y a des petites sélections en équipe de France aussi qui sont sympas. Un petit tournoi. Oui. Et puis ça prépare quand même, c'est le couronnement d'un effort quand même mais admirable. C'est-à-dire que passer de Brive à Castres à l'équipe de France en peu de temps, bien sûr, on sent que le bonhomme progresse quoi. Voilà. L'ascension, Anthony Classen. Et ensuite en 2014 au Racing, là tu joues 2 finales de Coupe d'Europe et tu gagnes aussi le top 14. Donc ton palmarès. Et le 7 aussi, le Sevens, n'oubliez pas. Oh, pardon. J'ai fait partie de cette équipe aussi. La première équipe à avoir gagné le championnat. Parce que c'était Joe Rocococo qui était l'entraîneur et il m'a demandé, il m'a convoqué, allez, viens jouer. J'ai demandé, mais pourquoi je ne suis pas un joueur de 7 il me dit, parce qu'on s'appelle Papy. Il dit, Papy, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et franchement, cette journée-là, je me suis régalé, c'était énorme. Toute la journée, on avait une super ambiance dans le groupe aussi. Et en plus, on a gagné, donc encore mieux, c'était fantastique. Oui, parce qu'il y avait d'autres joueurs pro, il y avait Brice qui oui, il y avait Brice aussi, il y avait Juanimov, ouais. Clément Jacques aussi, donc Gilbert, Antoine Gilbert, il a fait une super tournoi aux journées. Et voilà, non, mais il y avait une super équipe, donc je pense qu'on s'est armé pour gagner le premier. Donc, faut pas l'oublier ce titre-là. Attends, pour moi, je vais parce rajouter. Que comme je suis pas un joueur de Sevens, il faut l'avoir quand même. Et du coup, on peut dire que le Racing a été le premier champion de France à 15 et le premier champion de France à faire le doublé presque. Exactement. Un siècle plus tard. Ouais. C'est tout, Marion, on s'arrête là non, j'ai noté aussi qu'en 2021, tu mets un terme à ta carrière professionnelle et qu'ensuite, tu as repris tes études et que tu as été diplômé à HEC. Exactement, donc après c'est un travail qui a été fait... Bien plus diplômé que nous tous autour. Bien avant. Claire. Pardon Christophe, je parle. Non, mais c'est important. De l'école de la non, mais la vie après rugby, c'est tellement important. Donc quand j'étais encore joueur au Racing, j'ai fait des stages aussi sur mes journées de repos pour apprendre un peu. Et puis voilà, quand j'ai su que ça va être la fin, je me suis embarqué avec ce projet avec un executive MBA à HEC. Et, tellement content de l'avoir fait, très enrichissant avec avec les gens que j'ai pu partager avec, c'était incroyable. Donc voilà, donc c'était sympa. Et on en a un peu parlé avant avec Christophe, avant que tu arrives, mais il me disait que... Vas-y, mais il semblait que tu devais arrêter 1 an avant et que finalement, t'as poussé ta fin de carrière. Oui, après, je pense que c'était... Moi, je ne voulais pas arrêter. Je pense que c'était surtout le club. En fait, oui, le club... Oui, moi, je vois ça de l'extérieur. Donc, non, mais moi, même à la fin, j'avais encore envie de jouer parce que physiquement... ça se voyait. Il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, il y avait le Covid. Et voilà, donc... c'est pour ça. Et après, comme ils se sont décalés aussi le Champions Cup et on s'est qualifié pour la suite. Donc, du coup, j'ai senti... Mes impressions, c'était que j'ai joué... C'était le meilleur rugby que j'ai joué dans ma carrière aussi. Donc, je crois que les 2 dernières années ont été
Donc voilà, parce que j'étais beaucoup plus détendu aussi. Il n'y avait pas de pression. Je ne me suis pas mis la pression supplémentaire parce que je savais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc je voulais prendre le maximum de plaisir en fait. Tu avais déjà gagné en plus auparavant. Donc peut-être qu'il y a moins la quête absolue du titre, de la reconnaissance. Non, quand même. Je pense que surtout le Champions Cup, là, c'était vraiment un truc que j'ai voulu gagner. Mais oui, mais après, on va revenir après, je pense. Mais... Oui, et surtout, on va reprendre point par point ce que Marion a balayé comme ça, en images. Marion l'a dit, tu es né en Afrique du Sud d'un papa capitaine des box. C'est quand même un héritage, parfois lourd à porter. Oui. Marcher dans les traces de son père, c'est pas quelque chose d'évident. Non. Je pense surtout en Afrique du Sud. C'est ça que j'allais te poser comme question. Est-ce que ton départ d'Afrique du Sud, c'est pas lié aussi au fait de vouloir marquer ta propre histoire quelque part? Ouais, mais je pense que moi j'ai grandi dans une famille, surtout avec un père combiné avec le capitaine, avec le palmarès qu'il avait en Afrique du Sud. Il m'avait toujours dit, toi t'es Anthony, moi je suis Wynand, donc toi t'es fait ta vie. Si tu t'apprends, c'est comme hier qu'on avait cette discussion, on était dans la voiture pour aller à Bloemfontein pour aller voir les Springboks contre l'Australie. Il m'avait demandé, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? J'avais 11 ans, je pense. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai dit, forcément, j'ai envie de jouer au rugby. Et il m'avait dit, mais tu peux faire ce que tu veux dans la vie, je serai toujours là pour te soutenir. Même si tu as envie de faire la danse, je serai là pour toi. Donc, tu vois, vous voyez, il n'y avait pas le poids de vraiment pour essayer de réussir. Donc voilà, c'était mon palmarès, mon parcours. Et donc du coup, quand je suis parti en France aussi, c'était une nouvelle aventure. J'avais rien à perdre. Donc voilà, c'est là où j'avais l'occasion de m'exprimer aussi en tant que joueur, oui. Et ça a dû lui faire bizarre quand même quand tu as mis le maillot de l'équipe de France pour jouer pour non, sincèrement non, c'était tellement une grande fierté. Ça faisait 6 ans que j'étais là à l'époque, en France à l'époque. Et je sais pas, j'ai toujours essayé de me retrouver dans la culture de la langue, de passer le temps avec les Français, surtout au début. C'est comme ça que j'ai appris aussi. Parce que quand je suis arrivé en France, c'est 1, 2, 3, bonjour s'il vous plaît, merci. Pas plus que ça, quoi. Non, mais après, c'était une grande fierté de l'avoir porté. Oui, non, pour ça, mais je pense pour lui, comme il a été capitaine des Box, vous avez eu des discussions à ce sujet-là? Non, mais je pense que lui, c'était le plus gros supporter aussi. Lui, il est beaucoup dans sa façon d'être. Il est beaucoup plus français aussi parce que c'est un artiste, c'est un architecte. D'accord. Donc il fait des peintures. Il est un peu plus fin que le Sud-Africain moyen. Voilà. Donc, du coup, l'idée du Sud-Africain qu'on se fait. Oui. Ce côté artistique, côté français qui sort aussi. Donc je me suis mis aussi à l'époque avec les 5 nations. C'était les 5 nations à l'époque, les dimanches. On était là, il avait son béret et tout ça. Il était toujours derrière les Bleus, il était toujours allé les Bleus et tout ça. Donc voilà, j'ai grandi un peu comme ça aussi. Donc c'était pas un grand choc non plus. Donc c'était. En fait, c'était lui la première personne que j'ai appelé quand Philippe m'avait appelé. Et puis c'était un moment quand même très émouvant aussi. Donc beaucoup d'émotions. Quand tu entends ton père aussi, tu dis waouh, il y a quelque chose quand même. Avec Brive, donc tes débuts en France sont marqués par la lutte pour le maintien. Oui. C'est un peu le début. Même si quelques victoires à cette époque restent dans les mémoires, comme cet essai en 2012 contre Toulon, ce jour-là, Brive va renverser les Galactiques du RCT. Alors, est-ce que tu te rappelles de ce match et surtout de cet essai, parce que c'est ton premier essai en France? Non, c'était pas mon premier. Le premier, c'était contre Toulouse en 2008. J'étais persuadé, j'étais sûr de moi, tu vois, j'ai mal travaillé. Je me sanctionne. Non, là j'ai quand même marqué quelques essais aussi. C'était à l'époque, ça faisait 4-5 ans que j'étais à Brive, donc forcément on était un peu sous pression. On a toujours joué un peu le maintien, donc c'était un peu compliqué parfois. Mais après voilà, c'est là où j'ai commencé. C'était un peu, c'est ma maison, quoi. Donc d'avoir marqué contre une équipe comme ça, c'était devant le public énorme. Mon père était là aussi d'ailleurs ce jour-là. Incroyable. C'était cool. Ce match-là, c'est une victoire contre Toulon. Malgré tout, la saison est bien, mais difficile, comme à chaque fois avec Brive. Quel souvenir tu gardes de cette période briviste, de cette période Coujou? Pour moi, c'était vraiment... Ouais, c'est des bons souvenirs. C'est que les bons souvenirs. Même si c'était compliqué parfois, on a joué les maintiens,
ouais, c'est jamais facile. Donc, surtout quand tu quittes un club et tu pars ailleurs et tu descends, tu laisses le club en Pro D2, c'est compliqué. Mais c'est sûr, moi, j'ai que des bons souvenirs de la ville, de la région, des gens, surtout le rugby aussi. C'est quand même là où j'ai commencé. C'est le club qui m'avait donné ma chance aussi. Donc, ouais, c'est que des bons souvenirs. C'est vraiment que des bons souvenirs. Donc, je regarde encore, je les suis encore aujourd'hui, tous leurs matchs qui me tiennent encore aussi. Christophe, à cette époque, le Racing commence à s'inscrire régulièrement dans le top 6. Ouais. C'est le début d'un mouvement plutôt sympa au Racing, parce qu'on passe de la Pro D2 à jouer les premiers rôles. Pro D2, c'était sympa aussi. Oui, bien. Non, mais la Pro D2, c'est le meilleur championnat du monde. C'est le championnat le plus authentique. Parce qu'il ne faut pas dramatiser la chose. Non, mais là, d'un coup, tu peux jouer un titre, quoi. C'est pas tout à fait le même destin de supporter. Et paradoxalement, c'est une équipe qui a l'air d'être à taille humaine. En tout cas pour les supporters. Alors moi c'est le moment où j'ai vraiment été attrapé par le Racing et par le rugby parce que du manoir, parce que l'ambiance était effectivement assez familiale, parce qu'on avait la chance de pouvoir croiser les joueurs à la bodega, où il y avait pelouse ouverte à la fin des matchs et des échanges assez faciles. Donc oui. Je ne sais pas quelle image on a du Racing en province, par exemple. Je sais qu'il y a des... Comme beaucoup de clubs parisiens ou franciliens, pas top. Je ne vais pas te mentir. Vous n'êtes pas le club le plus aimé de France. Alors nous, c'est une particularité, parce qu'on n'est pas le club d'une ville, on est le club plutôt d'une région, d'un département. Ouais. Mais moi, quand on allait à du manoir, je retrouvais un petit peu cette ambiance de clocher où moi j'y avait des gens dans les tribunes qui connaissaient les joueurs depuis qu'ils étaient moi je me souviens les premiers matchs de Henry en première, il y avait des gens dans le public qui l'appelaient par son prénom parce qu'ils l'avaient vu débuter dans les équipes de jeunes. Donc c'est des choses qui existaient là comme ça existe dans d'autres clubs, effectivement. Marion, à l'issue de cette saison 2011-2012, le CAB va descendre. Ouais. C'est un peu la fin d'un groupe aussi. Oui, puis c'est la première relégation en 11 ans. Enfin, ils étaient montés 11 ans plus tôt. Et là, ils descendent avec les départs de grands joueurs, de Estebanez, de Alexis Palisson, Virgile Lacombe aussi, Scott Spedding. J'avais oublié Scott, mais c'est toi qui me l'as remis. Ouais. Alex Popham aussi. Donc voilà, c'est la fin d'un vrai groupe et d'une équipe qu'on avait l'habitude un peu de voir en top 14. Toi aussi, tu vas quitter Brive, direction une équipe qui a presque la même identité, le Castres Olympique. On se retrouve dans la même idée de clubs familiaux avec des vraies vertus, des valeurs, presque l'image de village, alors que Castres est quand même une grande ville, mais cette espèce d'image d'Épinal, du village d'Astérix. C'est d'ailleurs un groupe qui va réaliser des choses incroyables jusqu'aux phases finales et même jusqu'à la finale. Et en finale, c'est le petit contre le gros, David contre Goliath, et cette fois, pas de fronde, mais un joueur en feu, Rémi Thalès. C'est une saison de dingue qui se conclut là-dessus. Est-ce que tu peux nous décrire cette action ? Je pense que j'étais par terre, je me souviens plus exactement parce qu'il a fait les 2 drops, donc c'est le deuxième. C'est le deuxième, j'étais juste derrière lui, mais après. Et là, c'est fini. Et c'est bien placé pour le drop, donc après personne n'a jamais pensé qu'on va gagner ce match-là, mais on n'a même pas dû exister dans ce match-là, et puis on avait une telle force dans cette équipe, dans ce groupe-là. Cette année-là, donc c'était vraiment des potes. On a passé tout notre temps ensemble, on a tout fait ensemble. Et là, je pense que il y avait une certaine confiance qu'on avait dans nous, qu'on a dégagée, mais on n'avait pas déclaré haut et très fort, parce que quand même, c'était long. C'est quand même puis c'était le gros Toulon, c'est le Toulon qui commence après à gagner toutes les Coupes d'Europe avec Wilkinson, Guito. Une. C'est la première. Donc, Donc nous, on était confiants. On avait vraiment beaucoup de confiance en nous-mêmes, en fait. Et puis, on était tellement soudés aussi qu'on n'avait jamais l'impression qu'on va perdre ce match. Donc, et pour moi aussi, d'avoir joué la descente, la maintien l'année d'avant, et l'année d'après, je suis champion de France, c'était incroyable. Donc, tu ne peux pas l'écrire mieux que ça. Donc, pour moi, c'était... Le conte de fées. C'était hallucinant de me retrouver. Je pense dans mes rêves que je peux réaliser un truc pareil. Donc, c'était
D'être champion de France, c'était incroyable. Ouais. Il y a vraiment pas les mots en fait d'expliquer ça. Moi j'étais au Stade de France et c'est ce que dit Anthony, ça se ressentait dans les tribunes en fait. Moi j'étais au Stade de France avec des Toulonnais et tout le monde a senti que ça allait basculer du côté de Castres. Ce dont tu parlais, ce que vous dégagiez, c'était extrêmement perceptible. Vraiment. Ouais. Et puis, on avait l'impression que tout allait dans votre sens, mais parce que vous alliez le chercher. On était allé chercher, oui. On était allé chercher, on a tout fait. Donc, même s'ils ont marqué l'essai à la fin, mais là, je pense c'était petit relâchement parce que là, on se rendait compte. Que c'est champion, c'est fait. Donc, du coup, il faut juste faire tourner le chrono et c'est fini, quoi. Mais c'est une situation rare en finale. Ça arrive pas tous les ans, c'est que tu as pu savourer. Tu as pu savourer le fait que, ça y est, vous alliez gagner. Ouais. Tu l'as vu venir. À quoi tu penses dans ces derniers moments du match où tu sais que le bouclier est à toi? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai posé la question à d'autres joueurs, Julien Candelon, Anthony Floch, ce qu'ils ressentaient. Et il y en a plein qui me parlent de la même chose, un blackout. Ils n'ont pas beaucoup de souvenirs de ces moments-là parce que tout va trop vite. Mais c'est ça que je voulais... J'étais en train d'y penser, mais même après le match, j'ai quasiment pas de souvenirs avant le match. Le match même, je me rappelle quelques actions. Après le coup, ça, rien du tout. Je me souviens quasiment plus. Donc, j'étais tellement dans l'euphorie. C'est le tourbillon, quoi. Ouais, donc, c'est les émotions, il y a plein de choses. Donc, c'est parmi les images, en fait, que tu te rends compte qu'est-ce qui se passait. Mais ouais, c'est juste un sentiment c'est incroyable, en fait, ce que tu viens de réaliser. Parce que tu travailles très, très dur toute l'année, toute la vie, en fait, pour arriver à de jouer des matchs comme ça. Et là, t'es devant 80 000 personnes, devant tes potes, tes familles, ou de la famille, c'est incroyable. Et moi, j'ai un souvenir très très précis de l'après-match. Forcément, moi, je l'ai pas joué le match. Donc, oui, t'étais pas dans l'euphorie pareil. T'étais pas dans l'euphorie pareil. Pour moi, qui a été plutôt un footeux toute ma vie et qui a commencé à embrasser toute la dimension du supporterisme dans le rugby, j'ai vu. Alors, c'était Rémi Thalès. Et il y avait un deuxième joueur, je ne sais plus qui c'était, qui ont fait le tour du stade avec le bouclier, avec le Brennus. Je pense que c'était Romain Cabane, vu qu'ils étaient quand même un peu tout le temps ensemble. Et j'ai vu en bas les supporters toulonnais qui leur ont demandé une photo. Et ils sont venus poser avec les supporters toulonnais et le Brennus. Pour un mec qui vient du foot, c'est inconcevable. Oui, bien sûr. C'est inconcevable. Et là, je me suis dit, waouh, là, il se passe quelque chose vraiment de... Pour tout te dire, Anthony, on a tous un dénominateur commun, c'est qu'on est animé par la passion côté supporter. Marion est supportrice du Biarritz Olympique. Il y en a, ça existe. Voilà, on est peu nombreux et il en reste plus beaucoup. Mais... Christophe, donc le Racing. Oui. Moi, je suis Rochelet. Donc, on a tous connu des fortunes diverses en finale. Mais il y a quelque chose qui est assez universel, c'est la dimension d'une finale. Ouais. Gagné ou perdu, c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas, est-ce que vous... Christophe, on a eu cette discussion-là sur Twitter. Marion, je te pose la question, c'était pas prévu. Est-ce que tu as déjà pleuré pour une finale, gagnée ou perdue, avec le Biarritz Olympique? Ah bah oui. Les finales de Coupe d'Europe, surtout. On perd en 2006 contre le Munster, on perd en 2010 contre Toulouse. Et ces deux-là, je pleure. Ouais. En championnat, on les a gagnés. 2002, 2005, 2006, on gagne. J'ai pas pleuré de joie, mais les défaites... Ouais, je les défaites souvent sont cruelles en plus parce que vu le scénario notamment face au Munster où le match est très serré, il y a cet exploit de Peter Stringer qui part sur le petit côté, Cyril Ibobo qui oublie un peu de défendre. On me pose pas la question, mais moi j'ai pleuré beaucoup pour le rugby, pour l'équipe de France, pour La Rochelle. Le pire scénario étant évidemment cet essai de Romain Ntamak à la dernière minute, où là c'était abominable, vraiment j'ai vécu la pire soirée de ma vie de supporter et de loin. J'ai pris des branlées terribles en tant que joueur. Rien ne m'a fait plus mal que cet essai extraordinaire de Romain Ntamak. Ce qui va valider finalement ce titre du CO, c'est l'année suivante. Parce que l'année d'après, on pourrait dire que c'est un coup de chance. Pas du tout. L'année d'après, le CO va se hisser à nouveau jusqu'en finale. Une histoire qui allait s'arrêter. Mais finalement, le CO assume, relance, renoue avec le Stade de France. Mais cette fois, face à Toulon, le CO est trop court. Et là, c'est une défaite en finale. Vous avez sous les yeux le dernier coup de pied de la carrière de Sir Johnny Wilkinson. Je pense qu'à ce moment du match, t'en as plus rien à cirer. Une défaite en finale, Anthony, en tant que supporter, on l'a dit, c'est quelque chose de douloureux. En tant que joueur, est-ce que tu t'en es remis facilement? Écoute, c'est jamais facile de perdre, surtout en finale. Il y a beaucoup de déceptions.
Mais après ce jour-là, on avait la chance de se qualifier pour les barrages. Et puis d'arriver en finale, on a battu Clermont en demi. Oui, en quart, en barrage, pardon. C'est le premier match qu'ils ont perdu depuis je sais pas combien de matchs à domicile. Ça faisait genre 3 ans. Enfin, mais c'était 70 matchs et tout. C'était incroyable. C'était fou. Donc on les a battus. Et puis en demi, tu joues contre Montpellier, donc tu fais une demi-heure de plus. Donc du coup, tu laisses quand même beaucoup de jeux aussi, mais après. Mais sur cette finale-là précise, l'équipe de Toulon là, c'était le gros équipe. C'était trop fort. Donc nous, même si on était très dessus, il y avait beaucoup de déceptions. C'est la vie, parce que l'année d'avant, nous on a soulevé le bouclier. Cette année-là, c'était leur chance, mais c'est comme ça, il y a la déception. Et puis voilà, tu passes à autre chose. T'as pas trop le choix. C'est la fin d'un cycle, cette défaite Castres. Ouais. Parce que derrière, tu vas quitter le Tarn. Cette fois, direction Paris, le Racing. Paris. La banlieue parisienne. Oui, bon, c'est pour les gens qui nous regardent en province, ça se touche, c'est pareil. Non, le club de rugby de Paris, c'est Stade Direction, Français. Alors je reprends. Anthony, tu vas quitter le Tarn, cette fois direction l'Île-de-France. Et le Racing, une grande ville, une grande région, un grand département. T'arrêtes maintenant, Christophe. Il y en a quelques-uns qui t'ont suivi du reste de Castres. On était plusieurs. J'ai vu passer Rémi, Brice, Marc Andreu, Luc Ducalcon. Quelques-uns quand même à faire le voyage. Malgré ça, est-ce que tu as eu peur en signant dans une grande ville, toi qui avais connu la Corrèze, puis le Tarn, des régions un peu plus calmes que la région parisienne? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Après, ça c'est à part de rugby en fait, mais dans ma tête, je voulais toujours me tester en fait, pour voir à quel niveau je peux y aller, où je vais arrêter ou je peux m'arrêter. Donc c'est pour ça le Racing pour moi c'est notre étape. Donc le Brive c'était super bien, mais là je savais qu'il fallait que je parte pour me tester. Puis je suis parti à Castres et là c'était les deux années incroyables, fantastiques, avec un titre, tu perds en finale, mais après. Et là, le Racing, c'était une autre étape, parce que là, tu commences à jouer les deux tables. Tu joues pas que le championnat, mais tu joues Europe aussi. Donc c'est là, tu dois être en forme, mais tu joues contre les meilleures équipes en Europe chaque année. Donc c'est pour ça que je voulais me tester. En plus, forcément, il y avait des bonnes relations avec les deux entraîneurs aussi. Et puis Laurent Travers. Ouais, Laurent Labi. Donc du coup, pour le suivi, c'était forcément juste normal, je pense, pour moi aussi. Christophe, cette année 2014-2015, c'est un énorme recrutement pour le Racing. Je vais te remettre ça en tête, puisqu'on va voir débarquer Mike Philippe, Teddy Thomas, Brice Dulin, Thomas Lavalini, Johan Goussen. Évidemment, c'est un peu strass, c'est très classe. Mais j'ai une question, comment tu fais pour t'attacher à une équipe qui tourne autant? Parce qu'il y a beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, sans parler d'instabilité, mais comment tu fais pour tous les aimer? On est supporter d'une équipe, on n'est pas supporter de joueurs, déjà à la base. Sans vouloir. Non, il t'aime pas. Alors, t'as complètement raison. Non, mais c'est parce qu'il t'aime pas. Alors, on s'attache aux joueurs. Aux joueurs, forcément. Pas à tous, mais on s'attache aux joueurs. Contrairement à certains supporters justement qui peuvent avoir la dent très dure avec les joueurs quand ils s'en vont ou quand ils font d'autres choix. Moi, c'est une carrière de joueur, c'est court déjà, et puis ça obéit à plein de logique qui nous échappent. Donc moi, je suis toujours très content quand je vois quelqu'un qui signe chez nous, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis ça te fait des nouveaux portraits à faire. Bonne chance quand ils s'en vont. En plus, ça fait des nouveaux portraits à faire. Comme on s'attache, après, je dis d'abord c'est le club, et puis voir comment le joueur évolue à l'intérieur du groupe. C'est vrai que tu me rappelles ça a beaucoup tourné, mais nous on avait des points fixes quand même dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont là. Et il y en a qui sont encore là aujourd'hui, depuis très très longtemps. Bernard Leroux était déjà là. Voilà, c'est ça. Henri était là. François Van der Merwe aussi à l'époque. Oui, François qui était là. Donc nous, on a quand même, au Racing, on a quand même une base de joueurs qui sont Loret, qui est toujours là aujourd'hui, qui était déjà là à l'époque. Donc, mine de rien, il y a un socle. Tu peux t'accrocher à certains référents qui restent. Tout à fait. Côté sportif, l'alchimie va mettre quasiment 18 mois à se faire, mais un groupe va naître. Le Racing réalise une saison démentielle, se qualifie pour les 2 finales, européennes et en top 14.
Le Brennus semble pourtant vous échapper sur un carton rouge sur la finale, mais un éclair All Black va tout faire basculer. Cet essai-là, c'est assez unique, parce que vous êtes à 14 contre 15, et puis là c'est le talent qui s'exprime. Joro Kosoko, avec qui tu as joué. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est la libération ou non, c'est pas encore fini? Tu sais qu'il y a encore beaucoup de stress. On sait que c'est pas encore fini, mais dans la dynamique du match, tu sens comment ça commence à basculer un peu de notre côté en fait. Mais même avec les cartons rouges, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Toulonnais dans le stade, beaucoup plus que les Racingmen. Mais avec les cartons rouges, et forcément il y avait beaucoup plus des neutres aussi. Mais on a senti avec les cartons rouges, là, on a commencé à avoir le soutien de stade avec nous. Parce que là maintenant, on est les underdogs, 14 contre 15 pendant 60-70 minutes, c'est chaud. Et c'est là... Mais je pense aussi dans cette équipe-là, il y avait tellement des joueurs de grande qualité. Il y avait les Carter, les Rokokoko, il y avait Yannick, il y avait Dimitri, tous les mecs qui ont beaucoup d'expérience. Donc je pense qu'il y avait un tel... Tout le monde était calme. Il n'y avait personne qui était en panique parce que, il y a quand même 60 minutes à jouer, c'est pas fini. Et puis là, à la fin on a montré qu'on est capable de les gagner avec beaucoup de cœur. Et puis on n'a jamais lâché tout le monde. Chaque jour, je pense qu'ils ont tout faire. Ils ont laissé l'énergie pour pouvoir gagner ce match-là, surtout dans l'arène en Barcelone, Camp Nou. C'était 98 000 personnes. Non, 100 000, quasiment 100 000 personnes. Ouais. Ambiance de cinglé. Ouais. Christophe, t'étais où? T'étais au stade? Moi, c'est le pire du pire. J'avais gagné 2 places pour aller voir le match, mais je travaillais ce jour-là, je pouvais pas y aller en fait. Cauchemar. Donc j'ai regardé devant ma télé et moi je me souviens très bien, au moment de l'expulsion de Maxime, j'étais dévasté. Ouais, bien sûr. Parce que non seulement ça arrive très vite dans le match, 12 minutes, un truc comme ça. J'avais 18, et on est mené. C'est ça. Déjà. Ouais. Donc il faut reprendre le score, gagner, et j'étais vraiment pas bien. Et c'est ma fille qui était toute petite à l'époque qui me dit « Mais non papa, c'est jamais fini un match !» Tais-toi, tu connais pas le rugby. Je dis bon, alors pour elle, je vais y croire. Non, en fait, on a vu assez vite, bizarrement, que les Toulonnais étaient presque plus gênés par la supériorité numérique que les Racingmen, quoi. Pour remettre dans le premier choc, c'est on voit Chauveau qui sort du banc. Ouais, et puis qui va se rasseoir. Parce que c'est... Et là, même les commentateurs disent qu'est-ce qui se passe en fait. Et on voit Juan qui passe en 9. Il a resté. Et on te dit voilà, c'est cuit, oui. Mais et en fait, dans le contexte des choses, en fait, c'était bizarre. C'est aussi incroyable de gagner un match comme ça avec le contexte 11 qui joue 9 et tu joues à 14. Mais cette année-là, il y a des choses. Quand on parlait de Castres tout à l'heure, qui dégageait quelque chose, dans ce groupe-là. C'était pareil, parce qu'il y avait effectivement, quand tu vois Dan Carter, à aucun moment tu vois, même sur son visage, qui a... Il panique, Ah non, mais rien du tout. Et il y a Johan Goossen qui marche sur l'eau. Il était monstrueux cette année. Lui, tu avais l'impression que quoi qu'il fasse, de toute manière, ça allait. S'il joue 10 au 12, au 13, au 15, il était monstrueux cette année. Joueur de la saison d'ailleurs, c'est ça. Et meilleur joueur de l'année. Reste, donc déjà là, à ce moment précis de ta carrière, tu viens de jouer 4 finales, gagner 2 titres en 4 ans. Clairement, le rugby, c'est facile, en fait. Si c'était facile, j'aurais gagné le Champions Cup aussi, mais non, malheureusement, non. Le bilan, quand même, est assez exceptionnel. Sur tes 4 ans, tu es monstrueux. Reste que, malheureusement, tu l'as dit, ce succès sera le dernier de ta carrière. Finalement, ton aventure avec le rugby pro va se terminer en 2021, en demi-finale, contre La Rochelle. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, Anthony, mais il y a cet essai qui me fait plaisir, je vais pas te le cacher, ton supporter rochelais. C'est le dernier match de phase finale. C'est l'occasion pour toi peut-être de faire un bilan déjà à ce moment-là. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? Je pense pas à ce moment-là que je me rends compte en fait, mais ouais, je pense que c'est un chapitre d'une carrière ou une vie qui se termine aussi. Donc du coup, oui, Quand est-ce que tu réalises que c'est fini? J'imagine pas au coup de sifflet final, il te faut un petit peu de temps. Non, je pense que quand même, quand tu rentres dans le vestiaire à la fin, là tu dis, putain, là c'est fini.
Donc même si on se prépare, on s'attend pour ce moment-là, c'est compliqué quand même, parce que tout ce que tu as connu pendant 20 ans, là, c'est le jour au lendemain, c'est quasiment fini. Donc il faut se retrouver aussi qui je suis, parce que je suis pas, maintenant je suis plein de joueurs de rugby. Je suis qui en fait? Qu'est-ce que je suis en dehors du terrain? Voilà, donc mais après c'est pour ça que j'ai basculé directement de commencer à travailler et faire les études, donc j'avais pas le temps de m'asseoir et voilà de trop réfléchir, parce que il faut surtout pas. C'est là où si ça commence à tourner un peu, c'est compliqué, mais non, mais après je pense que c'est plus tard dans la vie qu'on se rend compte en fait que moi on a quand même gagné quelques titres, mais surtout les souvenirs. C'est pas que les titres qui sont importants, c'est les potes, c'est les relations, c'est vraiment le temps partagé avec les autres. Pour moi, c'était le mieux en fait. Christophe, quelle image tu garderas d'Anthony Classen, le joueur du Racing? On l'a vu tout à l'heure sur le première image, les cheveux blonds qui... Non, oui, parce que Minuet, il allait vite un peu quand même. Bien sûr, et puis en plus, toi, t'es marqué par les visages, les traits, oui. Parce que c'est son boulot quand même. Donc, Oui, non, mais moi, ça fait partie d'une très belle période du Racing. Mais sans doute, c'est la plus belle période du Racing. Et je retrouve dans le joueur sur le terrain la personne avec laquelle on discute là. Il y a pas de différence. On sent l'investissement, tout ce que tu as voulu donner, le rapport au groupe aussi. Ouais. Parce qu'en regardant les images, j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs que tu avais retrouvés, parce que Virgile Lacombe, tu l'as aussi retrouvé au Racing après. Oui, au Racing après. Donc en fait, finalement, il y a pas mal de joueurs et une espèce de famille. C'est quand même plus simple plus simple de créer une équipe, aussi une ambiance dans le groupe, un esprit, si tu connais les mecs un peu mieux. Donc, Et puis, ça fait partie je crois que des joueurs fiables avec lesquels, j'aime pas trop cette expression-là, mais on peut partir à la guerre, quoi. Sur lesquels et puis moi, alors si je vais raconter l'anecdote quand même, mais je sais pas si Anthony s'en souvient, mais la finale à Lyon contre les Saracens, perdu contre les Saracens, donc je m'en avais parlé. On était vraiment bord tribune, et à la fin du match on a appelé les joueurs pour que vous veniez, parce qu'on était tous tristes, on était vraiment, et en fait les joueurs sont venus nous saluer de loin, et il y a 2 joueurs qui sont venus jusqu'en bas des tribunes. C'est toi et François. Ah oui. Je sais pas si tu t'en souviens. Je me souviens plus, Tu sais ce qu'il a fait? J'ai pleuré ce soir-là. Et il a pas pleuré parce qu'il avait perdu. Il a pleuré pour votre tristesse. Oui. En fait, c'est parce que quand tu disais tout à l'heure, on n'a pas trop d'images de l'après-match. Moi, je comprends les 80 minutes, les efforts. Ils se font pas des câlins et des bisous, quoi. C'est 80 minutes à se taper dessus. Oui, et puis c'est toute une saison qui se termine, en l'occurrence. Mais je me suis dit, c'est dommage de pas partager ça aussi, quoi. Mais je le comprends tout à fait. Et en fait, moi, dans mon souvenir, il y a 2 joueurs qui sont venus. C'est François et toi qui sont venus jusqu'en bas des tribunes. Et on se serrait la main. On est resté 10 minutes. Mais François Vandermeer. Non, mais je pense que c'est important de partager aussi, parce que moi, quand j'ai grandi, j'étais tellement fan à Durban, à Kings Park, où c'est là où j'ai grandi avec les Sharks. Donc après les matchs, j'étais à la chasse des signatures toute la soirée, quoi. Donc tu cours partout donc on se souvient les jours, en fait, mes idoles qui ont été très sympas, en fait. Et les mecs qui ont été un peu moins sympas, là, tu dis, et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gamins, c'est surtout les gens qui se déplacent. Et c'est trop important de redonner un peu, juste, c'est du respect, en fait. Oui, et puis là, je me dis peut-être que cette tristesse, l'aboutissement, malheureusement, c'est pas ce qu'on voulait à la fin du match, de perdre ce match, mais peut-être c'est plus facile à porter si on est plusieurs à le partager, quoi. Oui. C'est sûr que le fardeau est plus léger. Juste en 15 secondes, je vous parle de Nathan Hines, que j'ai eu au téléphone, et qui m'a raconté que le plus beau souvenir de sa carrière, c'est en se rendant au stade en Écosse, dans le bus de l'équipe nationale, et qu'il a fait coucou à un petit garçon qui lui faisait coucou, et il a dit, ça lui fait un souvenir pour la vie, et c'est pour ça que je fais ce sport-là.